Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Samira Seltani. Donc ce soir, je vous propose de débattre autour de la question voir ou ne pas voir. Telle est la question. Donc j'ai fondé une association récemment qui s'appelle Extrême-Orience, que j'ai créée à partir d'une idée, celle de réfléchir au entre guillemets développement personnel d'une manière différente parce que moi dans la vie je suis formatrice et parfois coach, donc j'accompagne essentiellement des jeunes et des adultes dans l'orientation scolaire et l'insertion professionnelle. Et je suis frustrée par le développement personnel dans sa généralité parce que je trouve qu'il est très ancré dans le haut, mais qui fait participer très rarement le corps. Et je trouvais que c'était très limitant. Et j'avais envie de réfléchir sur voilà, quels sont les freins généraux que l'on rencontre. Et la plupart du temps, ce sont des freins qui sont générés par des peurs. Et j'ai travaillé autour du concept des peurs et je me suis dit, voilà, comment on peut mettre en action le corps et l'esprit ensemble pour travailler autour de ces peurs. Et j'ai créé cette association Extrême-Orience où je propose de réaliser toutes sortes de défis, des défis qui mettent en jeu le corps. Donc parmi ces défis, il y a des journées avec des défis qui se déroulent dans la rue où je fais faire des challenges aux gens qui sont des challenges qui sont plutôt une forme de réhumanisation dans la rue. On reprend contact avec les gens, avec les lieux et d'autres défis qui sont sous forme de soirée, dont celle qui a eu lieu hier soir, qui s'appelle la soirée Blind Food, où je propose aux gens d'expérimenter le dîner à l'aveugle. Alors, c'est pas un concept ultra nouveau, puisqu'il y a un grand restaurant à Paris qui est connu, qui s'appelle Dans le Noir, où vous êtes accueillis dans un restaurant qui est complètement plongé dans le noir, et vous êtes servi par des serveurs ou des serveuses qui sont non-voyants ou malvoyants. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années. Moi, je l'ai transformé un petit peu en défi, puisque l'idée, c'était de confronter ces peurs du noir, bien sûr, mais aussi d'aller à la rencontre de gens qu'on ne connaît pas et on fait connaissance dans le noir, puisque dans le noir, le restaurant, on y va souvent avec ses amis, sa famille. Là, pour le coup, je crée un groupe de gens qui ne se connaissent pas. Et puis, troisième défi, celui d'aller à la rencontre d'une culture culinaire différente, inconnue. Donc 3 défis en un et hier soir donc j'ai réalisé cette expérience. Donc j'ai accueilli des gens à l'extérieur dans un rendez-vous dans la rue, ils ne savaient pas où ils allaient. Je leur ai bandé les yeux dans la rue et je les ai fait marcher dans le noir jusqu'au restaurant. Je les ai installés à table et pendant 2 heures, j'ai créé 3 équipes de 4 personnes. Ils devaient faire connaissance et ensuite on leur a apporté des plats. Donc c'était un restaurant éthiopien. Ils devaient manger tous ensemble, donc par équipe, par 4, dans le même plat. C'était un grand plat et ils devaient manger avec les mains. Et l'équipe qui reconnaissait le plus d'aliments était la grande gagnante. Donc c'est une expérience très riche, très intéressante, qui mettait en lumière énormément de choses. Déjà, la perte, bon, il y a peut-être rien de nouveau pour certains d'entre vous, hein, mais c'est juste, je vous fais une analyse globale. La perte de l'espace, puisque la distance entre le point de rendez-vous et le restaurant, ça devait être 100 mètres. Enfin, il y avait 2 rues à traverser comme ça dans un angle. Eux, ils avaient l'impression que c'était très très loin. Et puis la perte du repère du temps, puisque entre le moment où je leur demande de faire connaissance et le moment où ils commencent à manger, il n'y a pas énormément de temps, mais alors ils trouvent ça indéfiniment long. Alors, il y a sûrement la gêne de faire connaissance avec des gens qu'on ne connaît pas, donc entamer une discussion et tenir une discussion. Le fait de ne plus avoir du tout de repères, du coup on se focalise et le temps devient très très long. Ensuite, la cérémonie du repas, où là, ils doivent partager avec les mains. Donc c'est quelque chose de très intime, la nourriture, surtout en France. On n'a pas une culture orientale, donc on mange chacun dans son assiette avec une fourchette et un couteau. Là, ils mangent tous ensemble dans la même assiette avec les mains. Et en plus, ils ont le défi, puisqu'ils jouent, ils sont challengés et ils jouent en équipe, de reconnaître. Donc, il y a des stratégies qui se mettent en place et certaines équipes se mettent d'accord pour se faire circuler la nourriture de main en main, pour goûter la même chose, se mettre d'accord sur ce qu'ils mangent en même temps. Et ça, c'était intéressant parce que j'ai pas eu les mêmes réactions d'un groupe à l'autre. Il y en a certains qui ont créé une cohésion très rapidement et d'autres pas du tout.
Et alors, ce qui était intéressant, c'est de voir que quand on ne voit pas, d'autres choses émergent. Et que du coup, dans mon DT, dans mon annonce de DT hier, je posais la question de me dire, est-ce qu'il y a du racisme chez les aveugles? Donc j'avais entendu un aveugle qui disait, le racisme, c'est une invention du voyant. Sauf que, alors hier, c'est pas du racisme hein, qu'il y a eu, mais peut-être j'appellerais ça de l'exclusion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un groupe, une personne est trop présente ou pas du tout présente, elle est naturellement exclue. Donc c'est une forme d'exclusion qui se fait non pas sur la couleur de peau ou sur le sexe ou sur le rang social, mais sur le comportement. Voilà. Donc ça c'était très visible. Moi qui regardais ça de l'extérieur. Peut-être que si vous avez envie d'interagir, n'hésitez pas. Alors, Hiram, c'est une belle idée, mettre en action le corps et l'esprit, vraiment une nécessité. Oui, pour moi, c'est très important. Je trouve que c'est comme, c'est comme, c'est comme quand on parle de l'humain, en fait. Si on mettait que le raisonnement dans l'humain, sans les émotions, ça n'aurait pas de sens. Il y a une forme d'équilibre à trouver pour prendre pour prendre le bon chemin, ou en tout cas pour essayer d'aller à la rencontre de soi-même. Et on ne peut pas exclure le corps de l'esprit. Donc former les gens, les accompagner en ne parlant qu'à leur cerveau et en ne faisant que leur faire avaler des théories sans jamais leur rien faire expérimenter, pour moi ça ne sert strictement à rien. Brice, les sentiments et les sensations sont plus affûtés, aussi une fois n'est pas dans le noir et on se touche. Oui, alors effectivement, alors ce qui les a surpris le plus, le fait d'avoir les yeux bandés, c'est cette amplification du volume sonore. Ils avaient l'impression que tout était fort, que la musique était forte, qu'il y avait du bruit dans le restaurant, que les gens parlaient fort, alors qu'en fait c'est eux qui faisaient le plus de bruit, parce que ils se sont mis à parler, mais un volume sonore supérieur. Le fait de ne pas voir, ils parlaient très très fort. Donc ils s'en rendaient pas compte, mais c'est eux qui dérangeaient tous les gens du restaurant. Et du coup, pour certains, ça en devenait même insupportable. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne supportaient plus le bruit, les assourdissait tellement ça prenait de la place et que ça avait remplacé leur vue. Et le fait de se toucher, oui, alors ils se sont pas tous touchés. C'est ceux qui ont décidé de partager la nourriture en se la passant de main en main, qui ont eu des vrais contacts. Sinon, il n'y a pas eu forcément de contact tactile pour tous. C'est pas quelque chose qui est venu spontanément chez eux. Donc, je pense que ça, c'est les réflexes de voyants qui restent encore très présents. Sur un non-voyant aurait sûrement plus spontanément mis en action son toucher, peut-être en touchant les mains, en demandant peut-être de toucher le visage, en essayant d'explorer. Là, il y avait très peu d'exploration de la table au toucher. Pas très audacieux en fait les voyants lorsqu'ils se retrouvent non-voyants. Il y a quand même toujours ces réflexes de voyants. Alors Brice, une fois qu'on est dans le... Ah oui, d'accord, c'était pour corriger ta phrase. Iran, ils ont perdu les repères, mais qu'ont-ils retrouvé? Eh bien, ils ont retrouvé l'utilisation des autres sens. Donc, comme je disais, le fait d'entendre, c'est-à-dire que là, il y avait une concentration sur tout ce qui les entourait, sur ce que disaient leurs voisins, parce que comme ils étaient en challenge, ils devaient reconnaître ce qu'ils mangeaient. Alors, ils avaient l'oreille affûtée pour essayer de récupérer des informations chez les équipes concurrentes. Sur d'autres sensations, le toucher, il y en a qui l'ont exploré et d'autres pas. Et ce qui les a beaucoup surpris, c'est l'odorat. C'est-à-dire que quand les plats sont arrivés, la première chose au loin qui les a mis en éveil, c'est de sentir les plats. Et d'ailleurs, certains m'ont expliqué que ça avait pris le dessus sur leur sensation de est-ce que c'est bon ou pas. Par exemple, il y a le injera, qui est le pain éthiopien, qui est un pain fermenté, donc assez fort en goût, un goût particulier.
et qui n'a pas été forcément apprécié par tout le monde. Et certains d'entre eux m'ont dit, je pense que c'est l'odeur qui m'a forgé l'idée que ce n'était pas bon bien avant que je le goûte. Donc effectivement, ça a amplifié ce sens et ça a changé aussi l'ordre de prise de décision. Aujourd'hui, on dit qu'on mange avec les yeux. Hein, tous les grands restaurants mettent en œuvre, mettent beaucoup d'investigation dans les couleurs, la présentation des assiettes. Il faut que ce soit bien présenté parce qu'on mange avec les yeux. Donc, c'est-à-dire que bien avant de l'avoir mis dans la bouche, on regarde ce qu'on mange. Là, pour le coup, pas du tout, puisqu'ils avaient les yeux bandés. Et ils n'ont pas regardé avec les yeux la nourriture, ils l'ont regardé avec le nez. C'est ça qui était intéressant. Ils ont perdu les repères, mais quand ils... Voilà. Donc, c'était une expérience intéressante que je recommande à tout le monde, en fait, parce que, Freddy, y avait-il des personnes d'origine étrangère avec un accent ou une mauvaise maîtrise de la langue? Alors, parmi le groupe, il y avait 2 personnes qui étaient d'origine étrangère, oui. Je ne sais pas pourquoi tu poses cette question. Je veux bien que tu m'expliques pourquoi tu poses cette question. Donc c'est une expérience en tout cas que je recommande à tout le monde parce que ça vous plonge dans un autre monde, même si ça ne sera jamais réellement celui des non-voyants, en sachant que moi je fais vraiment une distinction entre les gens qui sont non-voyants de naissance et les gens qui perdent la vue au cours de leur vie. Parce qu'on se construit un monde différent quand on est non-voyant et quand on le devient après. Quand on le devient après, on s'est forgé un esprit à partir de la vue. Et donc ensuite, on change de stratégie, mais on a quand même une base qui est celle d'un voyant. Nicolas, je trouve que la peur du noir est un thème très intéressant. Elle touche plus de monde, je pense que tu voulais dire, que l'on croit est souvent passé sous silence. Oui, parce qu'en fait, la peur du noir fait référence à la peur de la mort, qui est une peur très ancrée chez pratiquement tous les êtres humains, en fait. Puisque toute la stratégie reptilienne de l'être humain, c'est de faire en sorte de rester en vie. Hein. Tous nos réflexes, toutes nos stratégies cérébrales font en sorte de réagir pour rester en vie. Donc la peur du noir, c'est la peur de mourir. Donc c'est une grande peur. Iran, est-il possible de voir mieux dans le noir? Oui, c'est une bonne question, voir ou ne pas voir, c'était ça le sujet. Qu'est-ce qu'on voit dans le noir qu'on ne voit peut-être pas avec les yeux? Moi, je me suis un petit peu penchée aujourd'hui sur la question parce que je ne vous cache pas qu'en fait, cette expérience, je l'ai réalisée à partir d'une réflexion qui était celle de travailler sur les peurs, mais je n'avais pas forcément plongé le nez dans ce que c'était la cécité. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait quelques recherches et puis... je suis tombée sur des conférences très intéressantes, des chercheurs neurosciences qui découvrent là dernièrement des choses intéressantes sur le fait de voir ou ne pas voir. En fait, pendant longtemps, on a souvent dit que c'était mal utilisé que de dire voir à un non-voyant. On disait oui, est-ce que tu vois les choses comme moi ou est-ce que tu vois cette chose? Et on disait bah non, on ne peut pas lui dire voir, il n'a pas la vue. Et en fait, on se trompe parce que dernièrement, on découvre que comment expliquer les mécanismes cérébraux se situent au même endroit pour un voyant et un non-voyant. Donc j'avais noté ça, c'est dans le cortex temporal inférieur. Donc c'est exactement les mêmes zones qui s'allument pour un voyant et un non-voyant, mais ça ne passe pas par le même sens. Nous on utilise nos organes, enfin notre organe, les yeux. Eux ils vont peut-être utiliser le toucher, l'ouïe ou d'autres sens, mais au final ça arrive exactement au même endroit. Donc on peut dire d'un aveugle qui voit, parce qu'il fonctionne exactement de la même manière que nous. Alors, excusez-moi, ça va un peu vite. Alors, Brice, en tout cas, je fais de temps en temps avec certaines personnes pour travailler tous mes sens en mettant un handicap à chaque fois. On commence la vue. D'accord, tu fais des expériences pour te confronter au handicap et tu commences par la vue à chaque fois, d'accord.
Puis, mes autres sens, on comprend à se connaître soi-même et les autres sens, les préjugés. Oui, le fait de s'exclure d'un sens nous permet du coup de nous rabattre sur d'autres sens et de mettre en lumière d'autres facettes de nous-mêmes puisque nos réactions sont différentes. C'était intéressant hier par exemple de voir que quand on n'a pas la vue, on ne réagit pas de la même manière face à des choses qui peuvent nous déranger par exemple. Lorsqu'on voit, parfois, lorsqu'il y a des choses qui nous dérangent, il suffit de détourner notre regard pour faire comprendre à l'autre qui nous dérange ou la situation nous dérange ou en tout cas qu'on n'est plus intéressé. Lorsqu'on ne voit pas et que l'autre en face de nous ne nous voit pas et qu'on n'a plus du coup ce jeu de regard pour faire comprendre les choses, ça devient beaucoup plus compliqué. Et du coup nos réflexes sont différents. On a du mal à s'imposer, à imposer peut-être une décision. Le fait de faire comprendre à l'autre qui nous dérange, ça devient très compliqué. On n'arrive pas à le faire avec la voix, on n'arrive pas à le faire avec le silence. C'est pas quelque chose d'inné et pourtant je trouve que c'est des choses intéressantes à aller explorer et on sait qu'aujourd'hui, le contact entre deux êtres humains, ne serait-ce que dans la rencontre, dans l'amour, on dit que ça passe par le regard. D'où l'expression. D'ailleurs, même les yeux sont le reflet de l'âme. Il y a énormément de choses qui passent par les yeux. Lorsqu'on n'a plus ces yeux, qu'est-ce qu'on a à offrir? Comment faire comprendre à l'autre l'intérêt qu'on peut avoir pour lui? Comment lui transmettre nos émotions lorsqu'on n'a pas les yeux pour le faire? Ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas entraîné. C'est des choses qui deviennent compliquées et je trouve que c'est intéressant d'aller explorer autre chose que la vue, enfin d'offrir autre chose en fait que le regard pour transmettre des messages, des émotions, des sensations à une personne. Le faire par la voix, le faire par le silence, le faire par le toucher. C'est des choses qu'on fait en plus du regard, mais le regard est tellement, prend tellement de place que le reste est minime et du coup n'est pas pris en compte et diminué. Et on se rend compte que quand on n'a plus ce regard, on est très vite perdu. On a très vite du mal à faire passer ces messages. À exprimer la pratique du silence. Oui, parce que le silence, ça dit beaucoup de choses. Freddy, les personnes qui ont un accent ou une mauvaise maîtrise de la langue sont parfois rejetées et moquées en classe ou en entretien d'embauche. D'accord. Alors effectivement, non, hier, la personne qui était d'origine étrangère, et il y en avait deux, elles n'étaient pas dans le même groupe, une était... Et ce qui les a distinguées dans l'inclusion dans le groupe, c'est pas du tout ni leur origine ni leur accent, c'est leur personnalité. Donc il y en a une qui était très ouverte, très sociable, très participante, très solidaire. Elle participait énormément, elle s'investissait dans le jeu avec les autres membres de son équipe. Et au contraire, d'ailleurs, ils ont gagné grâce à énormément de réponses de sa part. Donc elle était très bien accueillie et pas du tout rejetée de par son accent. L'autre, c'était plutôt une personne très très timide. Donc du coup, je pourrais pas dire qu'elle a été exclue de par son accent. C'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Ce qui était intéressant de voir, c'est que quand, en tout cas hier, l'expérience Les Yeux Bandés a fait prendre... a fait réagir... comment vous expliquer ça? Les personnes qui étaient qui faisaient ressentir de la difficulté ou qui se sentaient pas à l'aise ou qui se sentaient énormément troublées par l'expérience, ont été très rapidement repérées par les membres de leur équipe et ont été pris en charge. Il y a une forme de soin. De prendre soin de la personne qui se sentait pas très bien. Je suis pas sûre que s'ils avaient eu la vue, ils s'en seraient rendus compte aussi vite, ou en tout cas s'ils s'en seraient rendus compte, je suis pas sûre qu'ils auraient osé s'imposer pour aider l'autre. Là, il y a eu quelque chose de très naturel qui s'est mis en place, comme
comme quelqu'un qu'on prendrait sous son aile. Et le fait de ne pas voir, il y avait plus cette barrière de gêne qu'on pourrait avoir par une forme de timidité ou de pas vouloir envahir l'autre, ne pas vouloir lui proposer de l'aide s'il n'en a pas réclamé. Là, pour le coup, ça s'est fait très, très naturellement et les gens qui n'étaient pas du tout à l'aise ou qui étaient en difficulté ont été soutenus spontanément par les autres. Les personnes qui ont un accent, ah bah d'accord, ça c'est Freddy. Nicolas a expérimenté la pratique du silence. Oui, donc effectivement, je sais qu'il y a des retraites dans des monastères ou dans des régions de France où on part faire une semaine de silence. Je pense que la rétrospection dans le silence permet de se plonger vraiment à l'intérieur de soi et d'aller se déconnecter, se déparasiter de tout ce qui nous entoure. Mais le silence n'enlève pas la vue. Donc la vue reste quand même. Ce qu'il faudrait, c'est faire du coup une retraite dans le noir et dans le silence. Et là, vraiment, il se passerait peut-être quelque chose de magique. Nicolas, penses-tu que la peur du silence est aussi un réflexe de survie? Non, je pense que... Alors, c'est une bonne question, j'y ai pas pensé. Je pense pas que le silence fait partie de la survie. Que la peur du silence. Le fait de vouloir être toujours dans le bruit, de vouloir être toujours dans une ambiance sonore, ou de vouloir toujours parler pour combler. Je suis pas sûre que ce soit en lien avec la survie. Pour moi, c'est plus... alors, il y a d'un côté il y a des gens qui parlent énormément, qui ont besoin de parler tout le temps. Parfois, c'est des gens qui manquent de confiance en eux et qui ont énormément besoin de combler. Et il y en a d'autres qui, effectivement, qui ont peur du vide. Est-ce qu'on peut assimiler le vide à la mort? Est-ce que le fait d'être dans le plus rien, dans le silence, peut nous rappeler la mort? C'est possible. C'est possible. Je n'ai pas exploré ce sujet, mais du coup, donc la mort, tu reviens à la réflexion que je faisais, que je rapprochais ça de la peur de la mort, le fait d'être dans des réflexes de survie. C'est peut-être le cas, c'est une question, peut-être que d'autres ont un avis sur la question. Iran, cette expérience a-t-elle changé le regard, envie de dire la vue des participants? Qu'ont-ils pensé de ce défi? Oui, alors, il y avait 12 personnes. Parmi les 12 personnes, il y en a 2 pour qui c'était très très dur de réaliser cette expérience. Une qui avait vraiment la phobie du noir, une phobie qui peut lui créer des crises de panique, vraiment de panique, et une autre pour qui la plus grande difficulté c'était de manger quelque chose qu'elle ne connaissait pas, et même si ça avait été quelque chose qu'elle connaissait, c'est une personne qui a une restriction alimentaire qui a des menus alimentaires très limités et qui mange toujours la même chose et qui ne va jamais explorer autre chose. Donc pour ces 2 personnes, c'était un vrai défi, et qui se sont quand même prêtées au jeu, qui ont été jusqu'au bout. Pour celle qui avait peur du noir, écoutez, ça s'est très bien passé. Bon, à la fin, elle était contente d'enlever son bandeau, mais ce qu'elle m'a expliqué, c'est que le fait de savoir qu'elle pouvait à n'importe quel moment lever son bandeau et se retrouver dans la lumière, ça lui a permis de surmonter sa peur du noir. Donc du coup, ça c'était intéressant. Donc sa vraie phobie du noir, c'est celle du noir complet. Le fait d'être dans le noir et de savoir que si elle ouvre les yeux et qu'elle remonte son foulard, elle pouvait retrouver la lumière, ça lui a permis de surmonter sa peur du noir. La deuxième, qui avait peur de manger, elle a été prise en charge par son équipe. La personne qui était à côté d'elle la nourrissait. Donc elle goûtait pour elle, et puis elle disait ça, c'est du poulet, ça c'est des lentilles. Et donc du coup, elle sélectionnait la nourriture pour elle. Ça lui a permis de passer le cap. Voilà, ça a été sa stratégie pour aller, pour en tout cas réaliser l'expérience. Et même si elle ne l'a pas fait exactement comme les autres, à sa manière, elle l'a faite, puisqu'elle a été au-delà de ses limites habituelles. Ce que ça a changé pour les autres, en tout cas en termes de regard, oui, c'est le fait de découvrir une nourriture qu'ils ne connaissaient pas les yeux fermés. Certains m'ont dit que s'ils avaient su que c'était ça, ils ne seraient pas venus.
C'est-à-dire que si on leur avait proposé cette cuisine-là, la cuisine éthiopienne, bon, ils auraient dit non. Voilà. Alors que là, le fait de ne pas savoir ce que c'était et l'avoir goûté, eh ben, ils ont aimé et ils se sont dit, bah ouais, j'avais des préjugés, bah, du coup, c'est une cuisine que j'ai découverte et que j'ai appréciée. Euh, pour d'autres, ça a été, ça a été l'expérience de s'abandonner aux autres et de faire confiance. Déjà, marcher dans la rue, dans le noir, en se tenant aux autres. Donc, il y avait se faire confiance complètement déjà à moi, qui les guidais, puis personne, ils étaient à la queue leu-leu, ils se tenaient par l'épaule. Donc, pour certains, c'était une première. Pour d'autres, ça a été une vraie expérience dans la manière d'interagir en équipe. L'équipe qui a gagné, c'est une équipe qui a mis en place une stratégie de solidarité dès le départ. Et c'était très intéressant à observer, aussi bien dans le comportement du corps que dans la manière d'interagir. C'est une équipe qui a décidé de jouer ensemble. Déjà, au niveau de leur posture, ils se sont tous rapprochés vers le centre de la table. Donc, ils étaient tous penchés pour être le plus près les uns des autres au niveau du visage. Ils avaient tous les mains dans le plat et à chaque fois que quelqu'un tombait sur un aliment, un nouvel aliment, il en prenait suffisamment pour en donner aux autres dans leurs mains. Donc il y avait une vraie stratégie. Et ça, pour eux, c'était nouveau. Voilà, d'expérimenter une forme de cohésion d'équipe de cette manière-là. Je ne sais pas si, Irène, j'ai répondu à ta question. Sinon, ce qu'ils ont pensé de ce défi, c'est pas pour, en étant tout à fait objectif, hein, ils ont trouvé ça super enrichissant, une belle expérience, et ils ont envie de la renouveler. Donc pour moi, c'était intéressant. Bien sûr, ça me fait plaisir parce que c'est une expérience que je leur ai proposée, mais aussi parce que je sens que ça leur apporte des choses et que ça leur permet en fait d'envisager la nourriture autrement. Ça leur permet d'envisager de manger différemment. Se dire, tiens, on peut déjà découvrir une cuisine différemment, on peut manger différemment. Au-delà de manger avec les doigts, on peut manger avec les gens. On peut partager une même assiette. On peut même partager de main en main la nourriture. Donc ça c'était très intéressant. Brice, oui, c'est la peur car le fait de parler et entendre le bruit les rassure. Ah oui, c'est par rapport au silence, je pense que tu reviens sur la question. Donc pour toi, c'est la peur de mourir? Juste reprécise-moi si tu es par rapport à... Pour toi, oui, d'accord. Donc pour toi, Brice, c'est une stratégie de survie, le fait d'être toujours entouré de bruit. Freddy, aimerais-tu vivre une journée sans être regardé ou vu? Toi, non. Écoute, je pense que ça ne me dérangerait pas, en fait, de vivre une journée. Je crois que même une journée, ça me semble pas grand-chose. Depuis quelques années, en fait, je me réjouis de me retrouver parfois seule, même sans parler à quelqu'un toute une journée. J'ai besoin maintenant, avec le temps, de plus en plus, d'avoir des moments à moi de silence, de retraite, des moments où je ne suis qu'avec moi-même, où je lis, je regarde des conférences, où j'ai pas besoin de décrocher mon téléphone pour parler avec quelqu'un, où j'ai pas besoin d'allumer la télé, où j'ai pas besoin d'interagir. J'aime avoir des moments de silence parce que je trouve que c'est les moments où il se passe le plus de choses dans ma tête. Après, c'est chacun en fonction de son fonctionnement. Je sais que par exemple, quand je suis en phase de création, je me nourris pendant plusieurs semaines de beaucoup de choses, beaucoup de sujets différents. Je lis, je regarde des conférences. J'aborde des sujets de conversation avec les gens. Et une fois que je me suis nourrie, en fait, j'ai découvert ça. Hein. J'ai l'impression que dans mon cerveau, c'est comme un check-up. J'ai besoin ensuite de refermer le couvercle, de m'isoler. Et je ne sais pas comment, dans ma tête, il se passe des choses. Et mon cerveau fait des liens.
avec tout ce que je lui ai apporté. Et du coup, là, émergent des choses. De là naît des choses. Et ce moment de naissance, pour qu'il ait lieu, j'ai besoin d'être seule. Voilà, j'ai besoin de... Là, tu me parles d'une journée sans être regardée ou vue. Ouais. Du coup, ben, pour le coup, j'ai besoin d'être ni regardée ni vue, ni être entendue. Voilà. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi toi, Freddy, tu n'arriverais pas à passer une journée sans être regardée ni vue. Ce serait intéressant. Il faut que je regarde l'heure. Oui, 21h40. Iran, quelle belle expérience en vous écoutant. Bah merci Iran, tu sais, je ne sais pas où tu habites. Si tu es en région parisienne, je vais en refaire d'autres au mois de septembre. Donc n'hésite pas à t'inscrire sur la page Facebook, c'est Extrême Orience. Je l'écrirai en commentaire à la fin. Si tu n'habites pas à Paris, n'hésite pas à réaliser cette expérience avec tes amis. C'est vraiment une expérience qui est à la portée de tout le monde en fait. C'est quelque chose qu'on pourrait faire tous les jours, mais que personne ne fait. Fermer les yeux, c'était aussi fermer les yeux à tous les préjugés, les images qui nous conditionnent. Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, Iran, c'est que j'avais noté ça, je trouvais ça très très intéressant. C'est un neurobiologiste qui s'appelle Gérald Edelman et qui dit « Chaque acte de perception est en partie un acte de création ». Et en fait, il fait référence au fait que notre vision n'est pas que l'acte de voir à travers nos organes, donc nos yeux. C'est tout un processus qui se met en marche derrière dans notre cerveau. Et notre cerveau, en plus de notre sens, donc soit les yeux, soit le toucher pour un aveugle, met en place d'autres mécanismes pour traduire ce que l'on voit. Et effectivement, ces mécanismes, pour qu'ils puissent avoir lieu au fur et à mesure du temps, il met en place des stratégies de raccourci qui créent ces préjugés. Je vais vous lire un petit passage d'une conférence sur laquelle je suis tombée. J'ai pas retenu par cœur, du coup c'est plus simple. Alors c'était où? Oui, en fait c'est une expérience qui a eu lieu avec des participants où on leur a fait, c'est un groupe, ils ont divisé en deux, et la moitié du groupe, on leur a dit qu'on allait leur faire défiler des figures géométriques, enfin plutôt des points, des séries de points, et que parmi cette série, la moitié serait des lettres et des images. Donc imaginez, on leur fait défiler des images où il y a des points, et parmi ces points, certains forment des lettres, certains forment des visages. Et donc, à ces participants-là, on leur a dit que la moitié des images qu'ils allaient voir concernaient des lettres et des visages, ce qui n'était pas vrai. Hein. Et c'était pour voir en fait ce qui allait se passer. Et ils se sont rendus compte que dans leur cerveau, ça s'allumait comme s'ils voyaient vraiment des visages et des lettres. Ce qui ressortait de cette expérience, c'est que se préparer à voir, c'est se préparer à imaginer ce qui n'est pas là. Le fait de leur avoir dit ce qu'ils allaient voir, ça les a préparés à voir ce qu'ils n'allaient pas voir. Donc se préparer à voir, c'est se préparer à imaginer ce qui n'est pas là, à l'inventer, à le créer et à le faire émerger en nous, devant l'œil de notre esprit, comme si c'était là, devant nos yeux. Ça, c'est très très intéressant de comprendre ça. C'est très intéressant de comprendre l'influence que peut avoir l'extérieur, en plus de ce que nous voyons. C'est-à-dire ce que peut-être ce que l'on va nous dire en nous associant ces images-là. Je pense bien sûr à la publicité. Quand on associe une image à un discours, on prépare le cerveau à faire ressortir de sa mémoire ce qu'il a mis en jonction. Ce que je voulais vous partager, c'était pas ça, c'était... Alors, excusez-moi pour la petite attente.
à petite attente. Alors, voilà, c'est ça. Voilà, c'est Olivier Sacks qui a fait une expérience qui explique le mécanisme du cerveau avec une première étape qui est la perception des lignes et des angles, et puis une deuxième étape à un niveau plus élevé au niveau du cortex temporal inférieur, et qui dit qu'à partir d'un répertoire limité de composants visuels élémentaires et à partir de l'aide de nos autres sens, donc l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, nous recombinons ce que nous percevons, nous en extrayons des invariants et nous déduisons statistiquement de manière probabiliste, à partir de nos souvenirs et du contexte, la signification de ce qui nous entoure. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de lire, mais il explique qu'à partir d'un répertoire limité, ça veut dire que au fil des ans, le cerveau s'est créé une sorte de répertoire de composants visuels élémentaires. Et à partir de l'aide des autres sens que nous avons, le tout recombine ce que nous percevons. Et ensuite, il extrait des invariants, des choses qui ne changent jamais, et il en déduit statistiquement de manière probabiliste à partir d'un souvenir, donc une probabilité à partir d'un souvenir et d'un contexte, la signification de ce qui nous entoure. Donc quelque chose qui aurait déjà été vécu, il va se replonger dans ce souvenir et puis il va en extraire cette traduction. Par exemple, un exemple tout simple, les smileys. Les smileys, c'est un rond avec 2 points et un trait. Et pourtant, notre vue, lorsqu'on regarde un smiley, on reconnaît un visage. Et en fonction de la position du trait, on reconnaît une expression du visage. Un smiley qui rigole, qui est triste, qui est en colère. Ça, c'est une façon, par exemple, c'est une façon de déduire statistiquement de manière probabiliste la signification de ce que ça veut dire un rond avec 2 traits et 2 points et un trait. Alors, peur de la mort ou peur de la vie, la frontière est mince. Le noir nous confronte à la vie que l'on ne peut pas contrôler avec nos stratégies habituelles. Alors, Nicolas, bonsoir Nicolas, je ne sais pas si on s'est parlé. Peur de la mort ou peur de la vie, la frontière est mince. Donc pour toi, c'est très mince entre la peur de vivre et la peur de mourir. Le noir nous confronte à la vie que l'on ne peut pas contrôler avec nos stratégies habituelles. Oui, c'est vrai. Le noir nous confronte à la vie. C'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait rebondir. J'ai envie de vous lire un poème de Baudelaire qui s'appelle Les Aveugles et qui est un peu en lien avec ce que tu viens de proposer comme réflexion. Il n'est pas très long, je vous lis. Les aveugles. Contemple-les, mon âme. Ils sont vraiment affreux. Pareils aux mannequins vaguement ridicules. Terribles, singuliers comme les somnambules. Dardant, on ne sait où leur globe ténébreux. Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, comme s'ils regardaient au loin, restent levés au ciel. On ne les voit jamais vers les pavés, pencher rêveusement leur tête appesantie. Ils traversent ainsi le noir illimité, ce frère du silence éternel. Ô cité, pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité, vois, je me traîne aussi. Mais plus que hébété, je dis, que cherchent-ils au ciel, tous ces aveugles? Ce qui est intéressant dans ce poème de Baudelaire, qui n'est pas simple dans une première lecture à comprendre, c'est qu'on peut avoir l'impression qu'il insulte un peu les aveugles, hein, en utilisant des mots comme ridicule, affreux, mannequin, globe ténébreux. Mais en fait, il fait un paradoxe et ce qui ressort de ce poème, c'est que pour lui, les aveugles, ce sont des hommes qui sont plongés dans le noir et donc qui cherchent une forme de spiritualité, une réponse au mystère de la vie. Il cherche pour lui, les aveugles, c'est des gens qui cherchent le sens de la vie. Donc par rapport à ce que tu disais, la vie que l'on ne peut pas contrôler avec nos stratégies habituelles, lorsqu'on utilise la stratégie, on ne cherche pas du sens, on ne cherche que du contrôle. Effectivement, lorsqu'on est dans le noir, on ne peut plus rien contrôler.
Et donc là, on est forcément obligé de chercher du sens. Alors, Brice, tu me confirmes que c'était ça. Cyril Claveau, le silence permet de se poser. Oui, le silence permet de se poser, de se reposer. Mais le silence, c'est pas, pour moi, c'est pas le vide. Donc, je ne sais pas pour toi ce que signifie le silence. C'est intéressant que tu me donnes ton avis là-dessus. Il y a effectivement une sorte de d'ascension descendante dans le silence. Et en même temps, le silence peut être tellement envahissant, tellement plein, tellement parlant. Le silence peut dire beaucoup de choses. Je veux bien savoir pour toi, Cyril, ce que ça veut dire, ce que tu mets dans le silence ou voilà, la réflexion que tu mets derrière le fait que le silence permet de se poser. Je n'ai pas vu ta vidéo complète. Je me posais la question de savoir si les personnes se connaissaient et s'étaient vues auparavant. Alors, les personnes, sur les 12 personnes, les quelques personnes qui se connaissaient ont été séparées à des tables différentes. Et elles se sont vues 3-4 minutes à l'extérieur du restaurant, au point de rendez-vous. Enfin, on va dire 5 minutes, le temps que j'explique les règles du jeu. Elles ont pu, bien sûr, se regarder, mais sans forcément avoir le temps de faire connaissance d'ailleurs. Peut-être de repérer un prénom sur un visage, pour ceux qui ont de bonne mémoire. Mais pas plus que ça. L'imagination est également mise à contribution. Oui, bien sûr. C'est intéressant d'ailleurs parce que je ne sais pas si vous avez, enfin pour ceux qui auraient vu mes anciens d'été, je parlais du fait que nous basculions dans une société à une culture visuelle où l'image nous envahit, où tout devient visuel, où d'ici 3-4 ans, tout sera quasiment axé sur l'image. Aujourd'hui, on n'écoute plus la musique, on la regarde, on n'écoute plus la radio, on la regarde. On ne fait que regarder. On est dans l'ultra-image. YouTube, par exemple, c'est des millions d'images par jour, voire des milliards. Donc, on est dans une culture de l'image. Et je suis tombée sur un petit documentaire il y a quelques jours que j'ai partagé, qui parlait du fait que les géants de la technologie, du style Apple, tous les géants de la technologie interdisaient dans l'éducation de leurs enfants l'accès à la technologie. Et c'était intéressant parce qu'en fait, ils expliquaient qu'ils mettaient dans des écoles spéciales où il n'y avait pas de téléphone, pas de tablette, pas d'ordinateur, pas de télévision, et que c'était régi ensuite par des règles. À partir de l'âge de 10 ans, ils avaient le droit à 1 heure de télé, 1 heure de tablette par semaine, et voilà, ça se débloquait au fur et à mesure de l'avancée dans l'âge. Mais en tout cas, jusqu'à 10 ans, c'était pour leurs enfants. L'école dans laquelle ils étaient inscrites, c'était interdiction, parce qu'ils se rendaient compte que la technologie modifie le comportement de l'enfant, le désociabilise et lui enlève toute sa faculté d'imagination et de création. Et effectivement, le fait de s'extraire de l'image, et donc pourquoi pas de la lumière et de se mettre dans le noir, remet en activité l'imagination. Donc c'est important. Ce que tu dis, l'imagination, elle est mise à contribution à 200% dans le noir. Hein, ne pas voir, c'est ce que tout à l'heure je redis, hein, j'ai cité, chaque acte de perception est un acte en partie de création. Donc percevoir par d'autres sens que la vue, c'est un acte de création. Et la création passe par l'imagination. Freddy, j'ai besoin d'être vu et regardé car mon corps et mes vêtements portent mon vécu. Mon identité, mon hygiène, ma culture, ma singularité. D'accord. Alors ça dépend, Freddy, en fait. Chacun se définit à travers des éléments différents. Toi, tu te définis à travers ton corps, tes vêtements, ton hygiène, ta culture, ta singularité. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, si on te regarde, donc si tu n'es pas regardé, d'après ce que je comprends, tu n'es pas considéré, ou c'est comme si tu n'existais pas. C'est un peu ça ce que tu veux dire. Ça m'intéresse quand tu dis que tes vêtements portent ton vécu, que ton corps est tes vêtements. Alors ton corps,
ton corps porte ton vécu, je peux l'entendre d'une certaine manière, d'une manière métaphorique. Tes vêtements, ça dépend, je ne connais pas ta situation. Ton identité, ton hygiène, ta culture, ta singularité. Il y a beaucoup de choses dans une seule phrase qui veulent dire plein de choses. J'aimerais bien que peut-être tu m'en analyses une seule, parce que besoin d'être vu et regardé, car ton corps porte ton vécu, par exemple. Si on ne regarde pas ton corps, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'on ne comprend pas qui tu es. On ne sait pas qui tu as vécu, donc on ne te juge pas à ta juste valeur. C'est ça que tu veux dire? Excusez-moi, il faut que je regarde. Ouais, il me reste 5 minutes et on va devoir se quitter. Avoir confiance en soi va nous aider à affronter tous les malheurs de la vie. Alors avoir confiance en soi, ça peut nous aider à affronter tous les malheurs de la vie, je ne sais pas. Peut-être à les accepter un peu mieux, à les affronter. C'est peut-être ça que tu voulais dire, hein. Les affronter, ça veut dire les accepter, sûrement. Mais Lula, je ne sais pas pourquoi tu me fais cette réflexion. Peut-être, qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait rebondir sur le fait d'avoir confiance en soi va nous aider à affronter tous les malheurs de la vie. Freddy, avoir le courage d'exister, c'est aussi prendre le risque de s'exposer en tant qu'image. Avoir le courage d'exister, c'est aussi prendre le risque de s'exposer en tant qu'image. Je ne sais pas si je suis d'accord avec toi, parce que ça voudrait dire que pour toi, l'existence est définie par l'image. Et je ne le crois pas. Avoir le courage d'exister. Et tu dis c'est aussi prendre. Donc ça sous-entend que tu ne mets pas tout dans le risque de s'exposer, que tu mets autre chose dedans. Mais pour moi, le courage d'exister, ça ne prend pas en compte le fait de s'exposer en tant qu'image. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun et en fonction de où on en est dans la vie et de ce qu'on a vécu. Je pense que pour moi, le courage d'exister, c'est le courage d'être vrai, de se mettre à nu, de laisser transparaître ses faiblesses. C'est plus ça, le courage d'exister. Mais du coup, est-ce que ce que je viens de te dire, tu l'associes à l'image? Moi, l'image, je la mets à un autre endroit. Donc peut-être qu'on dit la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Il faudrait que tu me précises, Freddy. Cyril, dans l'armée, nous effectuons cet exercice. Il permet de se concentrer et de s'extraire de son moi à la situation. Bruit-mouvement. Alors, d'accord, dans l'armée, donc ça ne m'étonne pas que ce soit un exercice. Pas déjà parce qu'il y a énormément d'opérations qui se déroulent la nuit, dans la forêt, sur les champs de bataille ou je ne sais où, en tout cas. Donc il y a une sorte de réflexe à acquérir lorsqu'ils n'ont pas accès à la lumière, lorsqu'ils font ça la nuit. Et effectivement, ça exerce la concentration et on s'extrait de soi-même parce qu'on se concentre sur tout ce qui nous entoure plus que sur soi et sur l'image et donc du coup sur le regard que les autres posent sur nous. Là, il n'y a plus de regard. Iran, tu réponds à Freddy, mais est-ce que l'image que tu envoies est celle perçue par les autres? C'est une très bonne réflexion, Iran. Alors, voilà, il reste que quelques minutes. Bon, en tout cas, je voulais partager avec vous cette expérience. Je ne vous ai pas tout dit, j'avais préparé plein de choses à vous dire, mais c'est pas grave, ça servira pour une autre fois. Si le sujet est repris, par exemple, ce serait super. N'hésitez pas à vous lancer dans l'expérience du Dream Tanks, hein. Moi, je suis comme tout le monde, hein. J'ai juste, voilà, je fais des expériences, j'ai des idées, des projets. Du coup, je fais des liens, j'essaye d'avoir des discussions avec des gens. Je fais un Dream Tanks. Si vous avez, vous, de votre côté, aussi des réflexions à partager, c'est important d'avoir des réflexions à partager. Un regard et que vous avez envie d'interagir, inscrivez-vous sur la page Dream Tanks, saisissez-vous
d'un horaire et pendant 1 heure proposer un sujet, discuter. Voilà, j'espère que, en tout cas, merci pour ceux qui ont interagi avec moi. C'était très intéressant. Je veux vraiment merci Iran. Brice, merci pour ce d'été et passe une excellente soirée. Merci à toi aussi, à bientôt. Nicolas, cette réflexion me mène à penser que le silence ou le noir nous font peur car c'est une mort à soi-même et à ce qu'on connaît pour pouvoir vivre pleinement. Merci Nicolas pour cette réflexion de la fin, c'est parfait. Écoute, je t'invite à faire un d'été, à prendre la suite, il y a encore tellement de choses à dire sur les peurs, sur le fait, voilà, sur le noir, la peur de mourir, tous les liens qu'on peut faire, même sur quelle serait la vie si nous n'avions plus accès à la lumière. Qui serions-nous? Que montrerions-nous de nous? C'est un peu aussi le sujet que je voulais aborder, mais on est parti sur d'autres sentiers, c'est pas très grave. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Bonne soirée, merci à vous.